toujours présent chez les femmes en particulier. Là où tombent les choses. Voilà. Là où ça arrive. Voilà. Et la honte, c'est toujours générationnel. C'est-à-dire que la honte, enfin, c'est très... Ce que le père ou le père n'a pu soutenir. Disons que la honte, pour moi, la honte, le dégoût, c'est au niveau archaïque, c'est la honte de ne pas avoir été représentée, imaginée, existée dans la tête des parents, dans l'inconscient des parents. Donc, cette position de déchet, et donc au niveau étymologique, hein, enfant, le mot enfant vient du sanskrit pu, que nous retrouvons en puère, en poulet, en poussin et en pourriture, etc. Donc là, je n'ai pas eu le temps de développer, mais la prochaine fois, je développerai tous ces signifiants pourriture et déchets qui donc sont l'enfant. Hein. Et autre chose à remettre un peu à l'heure, c'est qu'effectivement, on doit revenir sur l'idée que l'objet qui ne peut pas, que nous n'avons jamais eu, parce que c'est encore plus complexe. L'objet enfant n'a jamais existé, parce qu'il n'a pas d'objet, hein, mais il y a une constitution de l'objet du côté de la psyché de la mère, et le côté qu'on n'a jamais eu, qui nous a jamais appartenu, c'est en faux, puisque cette constitution de cette perception justement de l'objet, configurée, pour prendre l'image kantienne, par les lunettes de la mère, la vision de la mère, et l'image proprioceptive de l'enfant, parce qu'il l'a, donc... Disons qu'en fait, l'enfant, après la naissance, doit adapter sa propre vision avec ses propres lunettes, c'est-à-dire à la vision espace-temps dans l'espace-temps. C'est pour ça la chute du vide du Klein, du petit, était bienvenue. Voilà, hein, Klein, il faut y revenir, voilà. Parce que tu insistes sur le phonème de pou, hein, là où l'art italien appelle les petits angelots à Venise les putti ou les puttei. Et donc la chute du petit. Oui. Le puteo, c'est le petit. Oui. Chaque maman appelle son enfant comme ça. Mi puteo. En français, c'est pichoun. Pichoun. J'avais tout un truc sur le zéro aujourd'hui. Je découvre, moi, comme l'enfant, je découvre que le zéro, le mot zéro vient de l'italien aussi. C'est la déformation italienne de chiffre qui était arabe, qui veut dire zéro et vide, et donc j'ai tout un développement à faire sur le vide et le zéro. Mais alors, zéro, en italien, ça vient de zefiro, qui était le vent, et puis je me demande si même de l'arabe, ça je dois demander, si la racine SFR de chiffre, SFR de l'arabe n'a pas donné saphir, la pierre très dure et bleue. Donc, ce que je disais l'autre fois, chaque, disons, parole de la mère et du père sont dans les 5 sens, sont configurées dans les 5 sens avant de naître. Le goût, l'odeur, la couleur, parce que c'est l'intensité qui donne la couleur, le mouvement et la forme. Voilà. Consistance. Saphir, c'est la pierre. Le saphir, c'est la pierre la plus dure parmi les pierres précieuses. Il y a aussi le mot hébreu, séphirot. Séphirot, oui. Bravo. J'avais envie de revenir sur cette... quand vous avez dit et pour les... Là. Ouais. On est complètement... Bon. Encore une question et peut-être on passe la parole à Valeria Medda. Hein? Désolée, on est un peu défalqué. Je prends le... sur les anorexiques, je voulais vous demander si on peut penser le fait qu'elles, comme vous dites, elles agissent ce qu'elles pensent, elles donnent à voir les pensées secrètes, sur en fait, si ces choses viennent d'avant le sujet, donc de cet imaginaire pré-pensé, elles ne le pensent pas, et il s'agit en fait de le signifier au devant de soi, de manière à pouvoir le voir, puisque c'est le seul, c'est sous forme d'image qu'ils vont pouvoir apparaître
si quelqu'un voit quelque chose. Et donc, d'où le besoin d'une deuxième personne et d'une co-création. C'est ça. Voilà. Comme en art-thérapie, oui. C'est une co-création entre le thérapeute et le patient. Le processus est quand même interne au sujet. Hein, parce que, par exemple, les boulimiques et anorexiques, justement, ils vomissent seuls, bien cachés, sans regard, et surtout avec la tête dans la cuvette, justement. Donc on peut parler dans les oubliettes. De recherche de signification ou de signifier à travers le dehors de soi pour pouvoir voir, quand vous parlez de tous ces coïncidences, de tous le Montparnasse, toutes ces façons d'essayer de cerner finalement l'objet, de voir l'objet. Le positionnement, le dehors, disons que les deux problématiques des sacs, c'est fermé, ouvert. Ça, j'y reviendrai. Hein, c'est la question de fermé, ouvert, de plein, vide, et puis les poches externes, c'est une importance. Voilà. Hein, donc, c'est en fait, sans savoir, j'ai fait de la topologie. Hein, l'enclave, c'est en fait un concept topologique qui se relie à différentes topologies. Hein, et quand j'ai pas pu vous montrer deux autres images que j'avais un peu avec humour, en disant que effectivement, je fonctionne avec les trois topologies. 3 Klein, hein, avec Klein, Mélanie Klein, au niveau de la dévoration, le biologique, la pulsion, la motion, comme dit Freud, hein, pour la réalité. Donc il y a du Klein, il y a la bouteille de Klein, hein, c'est effectivement une autre topologie, et puis celle de Yves Klein, acte de création de la chute dans le vide. Hein, voilà. Les 3 Klein. Je passe donc la parole à Valeria Medda, que certaines parmi vous connaissent déjà, qui est psychanalyste italienne, présidente du Forum Lou Salomé, et qui a écrit plusieurs publications, qui est de formation archéologue, philologicienne, sémioticienne, enfin... Hein, et voilà. Philosophe. 20 minuti. Grazie, no, è tutto, ça va. Donc, mon intervention... Après cette communication si poétique où la clinique a reçu vraiment un statut qui se rapproche de l'art et d'une façon très riche, d'une approche que Tamara a voulu définir féminine. Je m'excuse car mon exposition sera un peu plus didactique et un peu plus construite au niveau théoricien, strictement, et je m'excuse encore de lire n'ayant pas la maîtrise de la langue. Donc, mon titre, ma proposition, c'était le fœtus, le réel, la négation et l'histoire. La leçon que Lacan nous donne sur le statut du fœtus humain situe celui-ci du côté du registre du réel, avec une clarté telle qu'il n'hésite pas à le rapprocher aux communs animaux mammifères. Il dit « La façon dont l'enfant habite originalement la mère a tout du rapport de l'œuf avec le corps de la mère chez les mammifères. » Lacan définit le fœtus en tant que corps étranger, corps parasite, corps incrusté par les racines artério-veineuses de son chorion dans l'organe spécialisé pour le recevoir, l'utérus, avec la muqueuse dont il est dans une certaine intrication.
Cet œuf, dans sa position intra-utérine, se présente donc dans une relation semi-parasitaire à l'organisme de la mère. On ne doit pas encore oublier sa relation nourricière avec cet autre organe, le placenta. Un placenta, chez l'homme, tout à fait spécial, qu'on appelle chorioallantoïdienne. Ce parasite plongeant ses villosités dans la muqueuse utérine, dit Lacan, élément irréductible à la division de l'œuf, qui donne à la position de l'enfant à l'intérieur du corps de la mère son caractère de nidation parasitaire. Organe que Lacan qualifie, comme le fera plus tard pour la mamelle, d'ambocepteur, en tant que relié soit à l'œuf, au nucléus de l'œuf, soit à l'organisme de la mère porteuse. Dans le cadre de l'élaboration de sa seconde topique, Freud revient sur la question de la localisation du narcissisme primaire, qu'il situe alors comme l'état premier de la vie, antérieur donc à la constitution du moi et caractéristique d'une période où le moi et le ça sont indifférenciés, et dont on pourrait concevoir la représentation concrète, dit Freud, sous la forme de la vie utérine. Dans une stricte connexion avec le statut de réaliche que Freud lui donne pour la période qui reste marquée par une économie homéostatique jusqu'après la naissance, Lacan confirme donc au fœtus le statut de neuf, dont la structure qu'il désigne de curieuse est assurée par ses enveloppes embryonnaires. Le schéma de ces enveloppes est ce qu'il y aurait de plus intéressant, vu qu'elles manifesteraient toutes les variétés du rapport de l'intérieur à l'extérieur, justement comme avec les sacs. C'est là qu'il faut entrevoir les formes que pourra assumer symboliquement un possible statut topologique du sujet. La dimension topologique, dont le maniement symbolique transcende l'espace qui fait partie du réel, a écrit Lacan, a évoqué à beaucoup bien de formes qui sont présentifiées. Merci. C'est bien comme ça? Merci bien. A évoqué à beaucoup bien de formes qui sont présentifiées par le schéma du développement de l'embryon, formes singulières par la commune et singulière gestalt qui est la leur, et qui nous portent bien loin de la bonne forme. D'une notation impressionniste, je dirais, dit Lacan, que cette forme qui se reproduit partout est sensible dans la sorte de torsion à laquelle l'organisation de la vie semble s'obliger pour se loger dans l'espace réel. En effet, c'est justement en ces points de torsion que se produisent aussi les points de rupture dont j'essaie, dans plus d'un cas, de vous montrer la portée dans notre propre topologie, celle du S, du grand A et du petit a. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la longue période de la gestation? Le sentiment d'une femme pendant sa grossesse d'être finalement comblée se rapporte à ces fantasmes de puissance imaginaire où l'enfant phallus comblerait son manque. Tout ça ne peut qu'être situé dans les fantasmes narcissiques de la mère, qui n'ont rien à faire avec le statut organique de son fœtus. La mère ne racontera son enfant qu'après l'accouchement, dans la relation primordiale du regard, assurée pour la première fois du fait que l'enfant assume une visibilité. Dans le même temps se déclare l'autre mode primordial de relation, la relation à la voix. C'est à ce moment-là qu'il se produit le renoncement à la structure de la dyade narcissique, qu'il peut se produire dans les cas heureux, et avec la coupure entre I de A, la perception imaginaire de l'objet, et A, l'objet en tant que tel, jeté en opposition, comme le dit le latin, objectum, jeté contre la mère. La coupure étant alors assurée par l'espace du regard et par la portée de la voix, l'enfant devient véritable objet-A. Avec l'acte de la séparation primordiale, celle de la naissance, une coupure fondatrice se produit au niveau du réel, et non seulement du corps de la mère avec le corps de l'enfant, dit Lacan,
mais aussi de ses enveloppes embryonnaires. La coupure va se faire entre ce qui va devenir l'individu jeté dans le monde extérieur et ses enveloppes, qui sont des parties de lui-même, en tant qu'elles étaient des éléments de l'œuf, homogènes à ce qui s'est produit dans le développement ovulaire et prolongement direct de son ectoderme comme de son endoderme. La séparation se fait donc à l'intérieur de l'unité qui est celle de l'œuf. Cette partition à l'intérieur, que Lacan appelle la sépartition, sera pour le sujet futur, inscrite biologiquement dès l'origine, le fondement de ce qui deviendra la structuration du désir. Lacan, en effet, écrira « Le désir fonctionne à l'intérieur d'un monde qui, quoique éclaté, porte la trace de sa première clôture à l'intérieur de ce qui reste, imaginaire ou virtuel, de l'enveloppe de l'œuf. » Simultanément, cette parturition, comme le dit Lacan en télévision, devient castration symboligène, pour appeler Françoise Dolto. L'enfant devient alors autre, et comme tel, il devra être reconnu. Freud, d'ailleurs, nous avait dit « l'anatomie, c'est le destin ». On sait que Lacan avait eu au début l'occasion de contester cette assertion, mais il la reconnaîtra comme vraie dans le séminaire L'Angoisse, avec cette phrase. Elle devient vraie si nous donnons au terme d'anatomie son sens strict et, si je puis dire, étymologique, qui met en valeur anatomie, le fait de couper en grec, la fonction de la coupure. Dans sa nidation parasitaire à l'intérieur de l'utérus, au contraire, le fœtus, pour 9 mois, est consigné à l'inconscient de sa mère et condamné, comme le dit Irène Diamantis, au fait que les deux morts ne peuvent pas être séparés, à cause du même destin biologique. Elle souligne aussi que dans le ventre de la mère, l'objectivation de l'objet A ne peut se faire que comme pur réel et qu'il y a une impossibilité l'impossibilité d'une formalisation in utero. L'enfant ne sera autre jusqu'à sa nomination par rapport au sexe, c'est-à-dire à la signification du phallus. Irène Diamantis s'interroge sur le registre du maternel, sur sa fonction qu'elle définit neutre, de n'être ni masculin ni féminin. Elle y découvre une disposition perverse qu'elle a appelée, avec un néologisme à elle, merversion. Il s'agit de la machine d'un pouvoir qui serait despotique, une loi qui n'est pas inscrite, qui n'a pas de discours, parce qu'elle est entretenue par un effet de corps, dominée par la pulsion de mort. La position maternelle, elle dit, porte déjà en soi la pulsion de mort, ce vœu de mort. C'est une emprise corporelle sur l'enfant qui ne pourra s'en débarrasser jusqu'au moment de son nom à la mère, le nom fondateur de l'ordre symbolique. Car dans l'état de quiétude mythique de l'organisme du nouveau-né humain, s'introduit donc l'inertie active de la pulsion de mort. Au contraire de pulsion sexuelle, la pulsion de mort est sans origine, n'a pas de zone d'excitation qui lui soit spécifique, ne s'appuie pas sur des fonctions vitales, n'a pas de représentant psychique. Sa force constante a pour fonction de rendre l'appareil mental le plus libre possible par rapport aux excitations extérieures, au niveau minimum d'excitation. Dans l'état du narcissisme primaire, la vie psychique est une sorte de marée immobile où le principe du plaisir est au service de la pulsion de mort. Le corps libidinal maternel va bien sûr soutenir la survie de l'organisme néonatal, mais le rempart maternel est discontinu, marqué par l'alternance présence-absence. Et cette discontinuité, qui n'est pas sans souffrance, va diviser l'enfant de sa mère et le corps pulsionnel du corps biologique. Séparation qui instaure les premiers fragments d'activité psychique.
Nathalie Salzman remarque que dans l'inconscient, les représentations de l'accouchement sont très proches, presque équivalentes des représentations du coït. Dans une conjonction-séparation simultanée, on investit la représentation de deux corps dans une unité disjointe. Tout se passe, elle dit, comme si l'inconscient disposait d'une seule représentation matricielle, dont les composantes vont s'amalgamer ou bien se séparer les unes des autres comme les éléments d'un kaléidoscope. Ce serait la mise en acte d'une structure inconsciente bisexuelle, ou plutôt, pour Salzman, ambisexuelle. La série de séparations et de refoulements va alors s'inaugurer, série qui donne au sexe, du corps sexe originaire jusqu'à la représentation inconsciente, structurée comme parole primitive, son statut de corps étranger. Fremde Objekt, a écrit Freud. C'est la traduction que Lacan donne de l'expression freudienne dans son séminaire 11, là où il montre au tableau ce qu'il appelle le champ de Lisch primordial dans sa topologie enveloppante. La voilà à nouveau, topologie enveloppante. Il dit, le champ de Lisch primordial, Lisch objectivable, en fin de compte, dans l'appareil nerveux, Lisch du champ homéostatique, par rapport auquel le champ du Lust, du plaisir, se distingue du champ de l'Unlust, le déplaisir. J'ai déjà scandé que Freud distingue bien le niveau de Lisch, par exemple dans l'article sur les tribes, en soulignant à la fois qu'il se manifeste comme organisé, ce qui est un signe narcissique, et que c'est justement dans cette mesure qu'il est proprement articulé au champ du réel. Dans le réel, il ne distingue, il ne privilégie que ce qui se reflète dans son champ, par effet de lust, comme retour à l'homéostase. Mais ce qui ne favorise pas l'homéostase et se maintient à tout prix comme un lust, s'inscrira alors dans le moi comme non-moi, négation, écornage du moi. Le non-moi ne se confond pas avec ce qui l'entoure, la vastitude du réel. Non-moi se distingue, au contraire, comme le corps étranger freudien, Fremde Objekt. Il est là, situé dans la lunule que les deux petits cercles à la Euler constituent, voir le tableau. Tout dans le séminaire 11. La violence du corps maternel en tant que porte-parole engendre ce corps pulsionnel, où quelque chose du corps libidinal de l'autre a été déposé primordialement en tant que Urniederschrift. C'est entendu que ce processus doit être lu par nous comme un effet récursif de feedback. Voilà le début de l'histoire libidinale, d'un corps à corps originaire qui s'inscrit primordialement dans le registre du réel comme lust corporel et ensuite comme lieu psychique du plaisir. C'est le temps de la dite Urverdrängung, le refoulement originaire, qui restera en vigueur jusqu'à l'épreuve de la castration. À partir de là, Lacan va distinguer un champ du moi confronté au champ de l'autre. La fonction de castration, pour ce qui concerne la subjectivité de l'homme, est évidemment reliée à la fonction de négation, le plus spécifique de la fonction symbolique, le plus paradoxal aussi, je pourrais ajouter. Freud attaque la question dans son remarquable essai du 25, Die Verneinung, une généralisation pleine d'hardiesse, comme le dit Jean Hippolyte dans son fameux commentaire parlé sur la Verneinung de Freud du 54. Hippolyte y propose la traduction de dénégation au lieu de négation. Parce que dans la formule freudienne « etwas im Urteil verneinen », il s'agirait d'une sorte de déjugement, dit Hippolyte, déjugement, plutôt que d'une négation de quelque chose dans le jugement. Interprétation qui résulte renforcée par l'emploi suivant, du côté de Freud, du signifiant Verurteilung, condamnation, désigné comme équivalent ersatz du refoulement.
Freud poserait alors la question de la dénégation jusqu'à avancer quelle pourrait être l'origine même de l'intelligence humaine. Dans le mode spécifique qu'un sujet aurait, témoignage de son inconscient, de présenter ce qu'il est sous le mode de ne l'être pas, Hippolyte détecte la fonction hegelienne de l'Aufhebung, utilisée d'ailleurs par Freud, qui veut dire à la fois, Aufhebung, nier, supprimer et conserver simultanément et foncièrement soulever. La phrase exacte de Freud est en effet Die Verneinung, la dénégation, est une Aufhebung du refoulement. Alors, nier, conserver, supprimer, supprimer, conserver. Mais non pas une acceptation du refoulé. Alors, soulèvement du refoulement, mais pas acceptation du refoulé. Avec la Verneinung, le sujet dirait « Voilà ce que je ne suis pas ». Et Freud, avec sa clarté, la reconnaissance de l'inconscient du côté du moi, s'exprime dans une formule négative. Jean Hippolyte souligne la proximité de Freud avec un argument de la philosophie de l'esprit de Hegel. Il s'agit de substituer à cet appétit de destruction, la pulsion de mort primordiale dont je parlais, qui s'empare du désir et qui est telle qu'à l'extrême issue de la lutte primordiale où les combattants s'affrontent, la lutte pour le primat, il n'y aura plus personne pour constater la victoire ou la défaite de l'un ou de l'autre. Il s'agit d'y substituer une négation idéale. Idéal, c'est-à-dire logique dans le langage hegelien, où se constitue justement ce qui est l'intellectuel, c'est-à-dire dans notre langage le symbolique. On se réfère ici au moment logiquement primordial du processus de constitution subjective qui est aussi identifié avec le moment constitutif de l'expulsion du réel en tant qu'un dehors, le domaine qui reste étranger à la symbolisation. D'ici la nécessité de concevoir simultanément un moment unifiant du processus symbolique primordial, cette Bejahung, le dire oui, ou jugement d'attribution, qui représente l'équivalent d'une unification entre les pulsions d'Eros et de Thanatos, comme Freud les appelle. Corrélativement, il y aurait l'expulsion en dehors du moi, Ausstoßung aus dem Ich, qui identifie le mal et l'étranger comme extérieur. Ce quelque chose qui n'est pas symbolisé, c'est cela qui va se manifester dans le réel. Das Schlechte, dit Freud, ce qui est mauvais. Das dem Ich Fremde, ce qui est étranger au moi. Das Außenbefindliche, ce qui se trouve au dehors, ist ihm zunächst identisch. Lui était d'abord identique. Donc, la partie expulsée faisait primordialement un complexe identique avec le moi. Lacan situe aussi bien du côté de la Bejahung, le jugement d'attribution ou d'existence, le refoulement originaire, l'Urverdrängung. Die Bejahung, l'affirmation, nous avait dit Freud, als Ersatz der Vereinigung, en tant qu'elle est simplement l'équivalent, Ersatz, de l'unification, gehört dem Eros an. Elle est le fait d'Eros. Derrière l'affirmation, il y a donc une Vereinigung, une réunion qui est Eros. Avec la négation, au contraire, qui est définie le Nachfolge, le successif, pas l'ersatz, mais le successif. Donc il y a une relation de substitution, ersatz, et une relation de succession pour la négation, qui est le successif de l'Ausstoßung, c'est-à-dire l'expulsion, la force d'expulsion. Là, il s'agirait du travail de Thanatos, la pulsion de mort, dans sa forme de destruction tribe.
Mais la négation, dans l'instant immédiatement successif, représente aussi l'émergence du moi, bien qu'encore assujetti au Lustprinzip. Hippolyte remarque encore que cette forme primaire de relation comporte déjà à son départ une historicité fondamentale. C'est là qui débute l'histoire d'un sujet. Et Lacan y repère aussi, dans le même temps, j'entends, l'émergence de la structure. Tout ça, il dit, n'a évidemment rien de naturel. Cette extériorité du symbolique provoquée par la négation par rapport à l'homme est la notion même de l'inconscient. L'accomplissement de la fonction du jugement est donc rendu possible par la possibilité de négation, qui n'est donc pas tout simplement l'expression de la tendance pulsionnelle à détruire, mais bel et bien une attitude de symbolicité explicitée, nous dit Hippolyte. Cela était en effet bien éclairé par Freud, qui avait écrit « La création du symbole de la négation a permis un premier degré d'indépendance à l'endroit du refoulement et de ses suites, et par là aussi de la contrainte, Zwang, du principe du plaisir. » On peut donc reconnaître finalement, en ce moment privilégié, la prise du sujet humain dans le système signifiant. Dans le séminaire 11, l'exemple choisi par Lacan pour représenter la négation n'est rien d'autre que la scène du Fordat que Freud avait introduit dans son essai du vin au-delà du principe du plaisir. Lacan écrit « Ce n'est pas de l'opposition pure et simple du fort et du da que cet exemple de la symbolisation primordiale tire la force inaugurale que son essence répétitive explique. Dire qu'il s'agit simplement pour le sujet de s'instituer dans une fonction de maîtrise est une sottise. Dans les deux phonèmes s'incarne le mécanisme proprement de l'aliénation. Que le phonème soit incarné dans le cri et dans la voix, c'est très clair. Dans les deux phonèmes s'incarne le mécanisme proprement de l'aliénation qui s'exprime, si paradoxal que cela vous paraisse, au niveau du fort. Pas de fort sans da, et si l'on peut dire sans Dasein, l'être. Il n'y a pas le choix. Si le petit sujet peut s'exercer à ce jeu du fort da, c'est justement qu'il ne s'y exerce pas du tout, car nul sujet ne peut saisir cette articulation radicale. Il s'y exerce à l'aide d'une petite bobine, c'est-à-dire avec l'objet da. La fonction de l'exercice avec cet objet se réfère à une aliénation et non pas à une quelconque supposée maîtrise dont on voit mal ce qu'il augmenterait dans une répétition indéfinie, alors que la répétition indéfinie dont il s'agit manifeste au jour la vacillation radicale du sujet. Pour en revenir à Hegel, je suis en train de conclure, la fonction de négation constitue la voie nécessaire pour que l'homme advienne à ce qu'il appelle le logique réel. Voilà ce qui est très proche du symboliquement réel. Das logisch réel, il écrit dans la phénoménologie de l'esprit. Il dit, das logische, c'est dialectique seulement par ce qu'il explique un côté négatif ou négateur. Donc, le dialectique, c'est simplement de la fonction de nier. Dans son célèbre cours sur la phénoménologie de l'esprit, Alexandre Kojève souligne que cette logique implique trois éléments complémentaires et inséparables. La composante abstraite donnée par l'intellect, la Verstand en allemand. La composante négative, celle proprement dialectique. Et la composante positive ou affirmative, les deux dernières, négation et affirmation, révélées par la raison, la Vernunft. Donc la Verstand et la Vernunft agissent à composer le trio. Ce Das Logische dont j'ai parlé, ce n'est pas la pensée logique prise par soi-même. Ce n'est pas seulement l'intellectuel, mais l'être, le Sein, révélé dans et par le discours. C'est Hegel. Hein?
Lacan avait eu quelquefois l'occasion de faire un déni sur ses débits par rapport à Hegel, mais je trouve qu'il lui est souvent vraiment très proche. L'homme acquiert une conscience de soi dans l'acte avec lequel il dit « je » pour la première fois. Voilà la naissance du jeu. La naissance du moi, dit Hegel, est révélée par la parole. Et Kojève ajoute, l'homme est humain en tant qu'il veut s'imposer à l'autre pour se faire reconnaître chez Hegel. Au début, lorsqu'il n'est pas encore complètement reconnu par l'autre, le but de son action, c'est l'autre. De l'autre dépendent sa valeur et sa réalité humaine. Dans l'autre va se condenser le sens de son existence. Il est donc au dehors du soi. La négativité est conçue donc comme être autre par rapport à ce qu'on est, ou bien s'identifier à un autre tout en se distinguant. Cela signifie révéler par sa parole soit ce qu'on est comme ce qu'on n'est pas. Identité et négativité, les voilà strictement interconnexes. La négativité hegelienne consiste finalement dans l'être autre que soi. Le sujet et l'objet, d'après Kojève, pris dans leur singularité, sont de pures abstractions, sans réalité véritable, sans Wirklichkeit, et sans existence empirique, sans Dasein. Ce qui existe dans la réalité, parce qu'il s'agit de la réalité que nous parlons, et par le fait que nous parlons de la réalité, il peut s'agir seulement d'une réalité dont on parle. Le begriff, le concept, si cher à Lacan, est un sens, Sinn, qui existe empiriquement seulement sous la forme de mots, réellement pensés ou prononcés ou écrits, et simultanément comme une chose. Le réel dont nous parlons se constitue donc en même temps comme un réel révélé par un discours ou bien par un discours révélant le réel. Merci. Je vais donner quelques appuis à ta clinique. La parole à vous. Une petite question, oui. Sans micro ce n'est pas la peine. Quelle est la proximité réelle entre logiquement réel et symboliquement réel? Quelle est la proximité? Oui, ce n'est pas une proximité, je trouve, c'est un chiasme, hein, la structure c'est le chiasme. Je pense qu'il faut distinguer le symboliquement réel, c'est un réel qui résulte tel à cause qu'on en parle. Et le réellement symbolique, c'est quelque chose de symbolique, c'est là le substantif, qui l'est du symbole réellement. Donc, ce n'est pas tout à fait la symétrique. C'est le signifiant logique, logiquement. Non, la formule hegelienne, c'est das logische réel, donc le logique réel. Je trouvais intéressant apporter l'affirmation hegelienne dont Lacan tire ses conséquences sans le copier exactement. Donc, la phrase hegelienne, il n'y a pas de réel sans qu'on y parle. Et le réel, c'est ce dont nous parlons. Si je te dis « je t'aime », la formule verbale, c'est du réel. C'est le symboliquement réel.